Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté votre invitation. C'est un plaisir de vous rencontrer en tant que légende du football, bien sûr. Alors, on va aller très vite, puisque la nouvelle génération, nous par exemple, nous n'avons pas connu votre moment. Alors, acceptez de vous présenter pour ceux-là qui ne vous connaissent pas. Je reprends au nom de Elhadj Souleymane Chérif. Je suis membre fondateur du club mythique, le Afia Football Club de Conakry. Et je suis présentement le directeur technique national de la Fédération de football, chargé de la formation et du développement du football sur toute l'étendue du territoire national. Je suis né un certain mois d'octobre à Kindia, Sarakolea. Oui. Et comme tous les enfants de mon âge, Oui. j'ai commencé à courir le ballon sur le terrain vague et dans les concessions. Oui. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'infrastructure. Oui. Mais comme on avait des espaces libres, donc Oui. j'ai commencé aussi à taper dans le ballon avec les enfants de mon âge. Oui. Et quelquefois, on n'avait pas de ballon. Donc, on se servait de l'opportunité qui nous est offerte, Oui. à savoir peut-être une pamplemousse, une orange, Oui. ou bien un chiffon Oui. qu'on entassait et avec ça, on tapait dans le ballon. Donc, disons, vous avez joué comme tous ces enfants-là à des oranges, des pamplemousses. Exactement. Comme tous les enfants de mon âge, Oui. on n'avait pas la possibilité d'acheter un ballon, Oui. mais on avait quand même, en substitution, on avait soit les pamplemousses, Oui. soit les oranges, soit les chiffons qu'on attachait. Et c'est avec ça réellement qu'on jouait à travers les champs, dans les concessions, un peu partout où on trouvait un espace libre pour jouer. Donc, on peut dire, vous n'avez jamais fait une école de foot? Non, 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 non. À l'époque, les écoles de foot n'existaient pas. C'était tout simplement volontaire. C'est-à-dire qu'on était là parce qu'on avait envie de jouer, de nous éclater. Vous savez, l'activité principale d'un enfant, Oui. c'est le jeu. C'est le jeu. Voilà. Et donc, il y a plusieurs sortes de jeux. Mais nous, notre préférence est partie vers le ballon. D'accord. Voilà. Vous avez eu à faire des études? Oui. Comme tous les enfants de mon âge, on a commencé d'abord à l'école primaire de la mission catholique de Kindia. Oui. Ensuite, après la mission catholique, je suis venu au collège technique de Conakry. Oui. Le collège technique de Conakry, j'ai bénéficié d'une bourse d'études pour aller en Allemagne. D'accord. Je suis allé faire mes études en Allemagne. Oui. Et c'est à partir de là que, comme la République avait besoin de moi, m'a fait rentrer pour pouvoir apporter ma petite contribution au développement du football en Guinée à travers l'équipe nationale qui devait participer à un tournoi à Abidjan. Ça, c'était en 1965. D'accord. On va revenir un peu sur une chose. Parce que nous, on voudrait le savoir. Peut-être. Vous avez un peu expliqué, mais on voudrait encore plus le savoir. Comment tout a commencé avec le sport? Parce que c'est important. Savoir comment tout a commencé. Oui, vous savez, quand un enfant naît, Oui. si vous voulez connaître ce qu'il veut faire ou ce qu'il veut pratiquer, vous achetez plusieurs jouets. Oui. Vous lui mettez à sa disposition. Il y en a qui achètent le vélo, Oui. ou bien la voiture. Oui. Bon, pas une voiture normale, mais une petite voiture. Oui. Hein? Toutes sortes d'objets, vous achetez, vous lui donnez. Sa préférence ira vers un objet. Oui. Et si sa préférence va vers un objet, cela veut dire que cet objet-là, c'est le sport-là qu'il veut pratiquer. C'est ce qui lui passionne. C'est ce qui le passionne. Et moi, à l'époque, bon, mon papa voulait quand même que je fasse des études. Oui. Il ne voulait même pas que je joue au football. Mais après la classe, les jeudis, ou bien les dimanches, les samedis matins, on se retrouvait en bande de copains, Oui. comme je l'ai dit, sur les espaces libres, Oui. ou bien à travers les concessions. Et c'est là-bas qu'on essaie de jouer au ballon pour voir réellement quelles sont nos capacités pour pouvoir jouer derrière un ballon de football. Voilà comment ça va. Et ma préférence est allée vers le ballon. D'accord, je vois. Et malgré que mon papa était opposé. d'accord.
Vous n'avez pas été opposé catégoriquement à ce que vous jouiez au football? Ouais, il voulait que je fasse des études, rien que les études. D'accord. Aussi, vous avez une bourse, comme vous le dites, une bourse d'études pour aller en Allemagne. Oui. De l'Allemagne, vous avez aussi joué au football, même si certains disent... Moi, j'ai vu 2 clubs quand même avant de revenir au AFIA. Oui. Expliquez-nous un peu ce passage-là. Alors, nous sommes arrivés en Allemagne un certain hiver en 1961. Oui. Et vous connaissez la rigueur de l'hiver en Allemagne. Oui. Il y avait la neige. Oui. Alors, ils ont organisé une compétition inter-établissement dans une salle, un palais de sport. Oui. Parce qu'à l'époque, en l'occurrence, c'était la République démocratique allemande. Oui. C'était un pays qui était renommé dans le monde entier dans la pratique du sport. Oui. Parce que d'abord, elle a engendré beaucoup de médailles aux Jeux olympiques, Oui. non seulement à Tokyo, mais également dans d'autres Jeux. Oui. Donc, on a organisé une compétition interscolaire, Oui. inter-établissement, pardon, Oui. à l'époque. Et notre établissement nous a présenté pour une certaine représentation de cette compétition. Oui. Et c'est à partir de là que notre école Oui. est arrivée en finale. Oui. Et à partir de ça, l'entraîneur de l'équipe de cette localité, Oui. le Sport Club Neubrandenburg, Oui. il a eu quand même un œil sur moi. Sur vous, oui. Et il a demandé mes renseignements. On lui a dit que j'étais un étudiant Oui. qui venait de l'Afrique, de la Guinée profonde, Oui. et que d'abord on n'était pas habilité à prendre part aux compétitions de cette localité, Oui. à plus forte de l'Allemagne. Oui. Donc on nous a demandé, mes renseignements, renseignements reçus. Ils ont écrit officiellement à la Guinée si la Guinée peut me permettre de prendre part aux compétitions qu'on organise à Neubrandenburg, c'est-à-dire dans le championnat allemand. Oui. À l'époque, ce n'était pas le professionnalisme parce que les pays de l'Est à l'époque ne pratiquaient pas vraiment, mais on disait que c'est les professionnels d'État. Oui. À savoir que au lieu d'aller à la production, on compensait par les heures d'entraînement. Oui. Alors c'est ainsi que la Guinée a répondu favorablement en disant que oui, parce que déjà au départ d'ici, on a joué une finale avec le lycée classique et moderne de Donka. Oui. Donc à partir de là, on a été repéré. Oui. Le collège technique a joué la finale contre le lycée. Donc on a pensé que c'était quelque chose qui pouvait être bien pour la Guinée. D'accord. Et que je pouvais progresser. Donc la Guinée a donné son accord et tout de suite, on a inscrit mon nom, m'a intégré dans cette équipe de Neubrandenburg, qui quand j'arrivais était pratiquement en queue de peloton. Oui. Et une année après, on est revenu en deuxième et l'année suivante, on est monté en première division. Oui. Et quand on est monté en première division, les clauses de ma participation ne me permettaient pas de jouer en première division, parce que la première division représentait déjà les clubs professionnels. Oui. Comme je l'ai dit, ce n'était pas le professionnel à part entière, mais c'était le professionnalisme d'État. Oui. Cela veut dire que l'État avait la possibilité de nous utiliser autrement sur le terrain au lieu d'aller à la production. D'accord. Donc, c'est ainsi que j'ai été enregistré et j'ai commencé à jouer. Donc, l'année à laquelle on est monté en première division, comme j'étais interdit de jouer en première division, le club m'a transféré dans un autre club de deuxième division, Neustrelitz, qui m'a utilisé également. Là aussi, on a terminé le championnat en deuxième position. D'accord. Voilà l'histoire de l'Allemagne. Alors, est-ce qu'on peut dire que votre séjour en Allemagne a été un tournant décisif sur votre parcours sportif un peu? Oui, ça je peux l'avouer à 100% pour la simple raison que les conditions d'entraînement en Allemagne à l'époque et en Guinée, ce n'était pas la même chose. Je suis rentré dans un entraînement professionnel pratiquement, disons comme ça, c'est-à-dire que c'était tellement scientifique que c'est tout à fait différent de ce que j'ai vécu en Guinée. Oui. En Guinée, on courait derrière le ballon parce qu'on était des enfants. Mais là-bas, on a su faire la différence entre ce qui est physique, ce qui est tactique et ce qui est technique. Donc,
je suis rentré dans ce processus-là et effectivement, ça m'a apporté énormément parce que j'ai su faire la différence entre la formation athlétique, la formation tactique et la formation technique. Donc ça a été un tournant décisif pour moi et tout de suite j'ai été adopté par l'entraîneur qui a vu en moi certaines possibilités de pouvoir pratiquer ce qu'il voulait réellement sur le terrain. De devenir un footballeur de haut niveau, pas professionnel, de haut niveau parce qu'à l'époque, comme je l'ai dit, le n'existait pas. Un footballeur de haut niveau. D'accord. Alors, malgré tout ça, vous n'avez pas abandonné vos études parce qu'on apprend que vous êtes aidé d'ingénieur en art et autres. En architecture. Voilà, en architecture. Oui. Malgré tout, vous n'avez pas abandonné aussi les études. Non. On a organisé de telle manière que pendant mes heures d'entraînement, je devais avoir des cours de rattrapage par des professeurs qui étaient là uniquement à ma disposition. Pendant mes heures de voyage également, toutes les matières qui se faisaient derrière moi, quand je venais, je faisais un cours de rattrapage. J'avais des professeurs à ma disposition. Même la nuit, ils étaient dispo pour venir me dispenser des cours. Donc cela veut dire que le football a apporté beaucoup aussi dans mes études parce que d'abord l'avantage que j'ai eu dedans, c'est que je n'ai jamais eu affaire à mes compatriotes parce qu'on n'était pas au même niveau. Mes compatriotes, bon, quand on est ensemble, on parle Soussou, on parle Mbaléke, on parle Poulard, on parle notre langue nationale. Mais quand tu es avec les Allemands, tu es obligé de parler l'allemand. Parler l'allemand. Voilà, donc j'étais obligé de parler l'allemand parce que je n'avais pas la possibilité de parler le Soussou ni le Malinké ou le Peul. D'accord. Disons, de l'Allemagne, votre retour en Guinée, directement au AFIA, ce qui a valu ça? Alors, comme je l'ai dit, c'est à la faveur de l'organisation des Jeux africains de Brazzaville qui devait avoir lieu en 1965. D'accord. Et la Guinée était inscrite sur la liste des candidatures. Alors, on avait certes une sélection nationale ici, mais on a jugé nécessaire que s'il y avait la possibilité, il fallait renforcer cette équipe nationale par l'apport des Guinéens qui étaient à l'extérieur. Pas à l'Occident, mais à l'Est. Donc nous avons été trois à être sollicités. D'accord. Et Feu Diané a paix à son âme. Haribo Momodou aussi paix à son âme. Qui étaient eux qui jouaient à Leipzig, la plus grande université sportive de l'Allemagne, à la DFK. Et moi j'étais au nord à Neubrandenburg. Donc on est venu nous chercher pour venir renforcer la sélection nationale. Après la prestation, après les résultats probants que nous avons eus là-bas, l'État a décidé que, compte tenu moi de ma prestation au niveau de sélection nationale, de bien vouloir rester en Guinée, au lieu d'aller continuer mes études, de rester en Guinée et de servir la nation. D'accord. C'est ça la décision qui a été prise par le gouvernement. Alors, quand j'ai été contacté, j'ai dit qu'à moi seul, je ne pouvais pas prendre cette responsabilité. Il fallait faire appel à ma parent. Donc on m'a donné des véhicules. Je suis allé chercher mon papa à Kisdougou, il est arrivé. On l'a convoqué à un conseil de ministres. On lui a expliqué la situation. Et finalement, comme il n'avait pas le choix, donc il dit, je ne trouve pas d'inconvénient, mais seulement il faut tenir compte qu'il est en train de faire ses études et que les études terminées devaient rentrer au pays. Ça, c'est ce que nous avons arrêté. Maintenant, si vous le faites rentrer précipitamment sans que les études soient terminées, il faut trouver quelque chose de palliatif pour lui. Et c'est ainsi qu'on m'a dit, bon, ok, on fait comme si réellement tu as obtenu tes études, tous les diplômes que tu peux avoir, si l'Allemagne ne te donne pas, nous, on met ça à ta disposition et on pense que tu as terminé et que tu peux être employé comme un serviteur de la Guinée dans l'administration guinéenne. Et c'est comme ça que le retour a été assuré. Et on a donné la possibilité aux deux autres de repartir, ça compte tenu de la prestation que nous avons eu à faire. Donc voilà comment je suis resté en Guinée pour pouvoir servir d'abord le football guinéen. Alors, vous disiez tout de suite que vous n'aviez pas le choix. Ce qu'à l'époque c'était le temps de Sékou Touré, il obligeait les gens à faire. Est-ce qu'à l'époque, rester en Allemagne et revenir en Guinée, si on vous avait dit de faire le choix, qu'alliez-vous choisir? Non, mon option était claire et nette. Mon option c'était d'aller faire mes études et revenir.
Le football a été une circonstance, je ne sais pas comment on explique ça. C'est ce qui m'a amené vers le football. Bon, mais ça n'a pas de la main que j'ai senti que j'avais beaucoup plus de possibilités dans le football que pratiquement comme, bon, pas comme les études, mais que j'avais beaucoup de possibilités à pratiquer le football. Donc, je n'avais pas un choix. Mon choix, c'était de faire mes études et retourner en Guinée. C'était ça mon choix. Bien que j'ai eu des propositions de l'Ouest, parce qu'à l'époque, il y avait l'Allemagne démocratique et l'Allemagne fédérale. Oui, l'Allemagne. Alors, l'Allemagne fédérale, c'était le professionnel pur à 100%. Oui. J'ai eu des propositions là, mais ce n'était pas dans mon plan. Mon plan, c'était de terminer mes études et rentrer en Guinée. Et comme Dieu fait bien les choses, je suis rentré avant même que je termine les études pour pouvoir servir le pays au sein de l'équipe nationale. Et vous avez servi, ça, on le sait, voilà. Vous avez remporté tout à Ligue des Champions et vous avez joué 5 finales. Il faut partir d'abord des Jeux Olympiques. D'accord. Et vous avez, on a réussi à qualifier, oui. Parce que ça, tout ça, les trophées là sont venus après les Jeux Olympiques. Oui. La première qualification de la Guinée pour un tournoi continental, bien pour un tournoi mondial, c'était en 1968 aux Jeux Olympiques de Mexico. Nous étions dans la même poule dans les éliminatoires avec l'Algérie et la confrontation Algérie-Guinée devait déterminer le vainqueur qui devait prendre part aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968. On a remporté, on a battu l'Algérie. Le premier match, on a fait match, le deuxième, on a gagné par 3-2, ce qui nous a qualifiés pour les Jeux Olympiques. C'est à partir de là que l'obédience internationale a commencé pour le football guinéen. Pas le AFIA, parce qu'à l'époque, le AFIA n'était même pas encore constitué. C'était la répartition du football au niveau des sphères géopolitiques, à savoir, c'était les fédérations de Conakry 1, de Conakry 2, de Kindia, de Kankan. Même les noms n'existaient pas, c'était seulement la fédération de football de Kindia, la fédération de football de Conakry. C'était ça. Et tout ça là, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes le seul ballon d'or guinéen. Ça prouve à suffisance que vous n'êtes pas qu'un joueur. Pour nous, vous êtes une légende. Étant le seul ballon d'or guinéen, avoir amené la Guinée, porter les couleurs de notre pays, à toutes ces compétitions-là, être récompensé, avoir une distinction individuelle, ça c'est beaucoup. Dites-nous ce que ça représente pour vous. Ça représente énormément de choses. Mais il faut aller à la genèse. Cela veut dire tout simplement. Le ballon d'or, c'est la prestation de chaque joueur sur le terrain pendant toute l'année. Donc, pour l'élection du ballon d'or, il fallait être le meilleur joueur de l'année, comme ça se fait actuellement. Et là, je le dis bien, haut et fort, c'est au niveau du club que le travail a été fait. Parce que si vous dites Chérif Souleymane Football Club, ça ne sert à rien. Mais Chérif Souleymane appartient à une entité, à un club, à une équipe, à une nation. Et moi je crois, c'est à partir de là qu'il faut commencer à conjuguer les efforts qui ont été consentis par tout le monde. Bien sûr. Premièrement, l'État a fait son rôle. Pourquoi? Parce que l'État nous a mis dans des dispositions qui nous permettaient vraiment d'évoluer. Je vous dis en toute sincérité, malgré tout ce qui se dit, mais nous, les footballeurs guinéens ou bien les joueurs de AFIA, on était traités réellement comme des professionnels. À savoir que on n'avait pas de souci d'aller en classe, on n'avait pas de souci de manger tout ce qui s'ensuit. Tout le ravitaillement venait nous trouver à la maison. Vous prenez en charge? On était pris en charge par l'État. Je me souviens encore qu'il y a même encore pour le moment des gens qui étaient commis à cette tâche qui sont encore vivants. Je peux citer un exemple, par exemple. Un exemple, c'est Almami Kabele. Almami Kabele, qui est le représentant de la Guinée à la CAF ou bien qui est membre de la Confédération africaine de football. Il était
le directeur général de Alimac, celui qui était chargé de distribuer le ravitaillement à tous les joueurs de Afia dans les maisons. Donc nous n'avions pas de soucis, on venait, on trouvait tout sur place, tout ce qu'on avait besoin, c'était de manger, nous reposer, aller encore à l'entraînement. Entraîner, manger, aller jouer. Aller à l'école. Donc vous n'aviez pratiquement aucun souci si ce n'est de faire gagner l'équipe. Exactement. Pas faire gagner, mais fait de pratiquer le sport que nous aimons et de répondre aux exigences que le peuple nous demande. Ce que le peuple attendait de vous. Attendait de nous. Parce que quand vous jouez devant 20 000, 25 000, 30 000 spectateurs, pendant toute une année, c'est pas facile. Oui. Avec les mêmes exigences, la même rigueur, exigence du point de vue résultat, exigence du point de vue performance, il faut que vous donnez à fond. Est-ce qu'il y a des clubs qui le font jusqu'à présent? Est-ce que Afia continue? Ou si Afia ne continue pas de faire ces ravitaillements-là à ses joueurs, est-ce qu'il y a des clubs quand même qui font la même chose qu'à votre époque? Il y a une différence. Oui. À l'heure actuelle, l'État s'est désengagé du sport. Okay. Donc les mécènes se sont annoncés, oui. Ils ont pris le club, ils payent les joueurs. Nous, à l'époque, on n'était pas payés. D'accord. On avait des primes, mais nous n'étions pas payés. Okay. Donc c'est ça la différence. C'était le professionnel d'État. On jouait pour le peuple, on jouait pour nous-mêmes et pour nos parents. Oui. Mais on n'avait pas de salaire. On n'avait pas de salaire. Je vous dis honnêtement, hein, si je vous dis, la première coupe d'Afrique des clubs champions que nous avons remportée à Kampala en 1972. Oui, 72. 72. Je n'étais pas encore né. Chaque joueur a perçu, vous savez combien? Non. Chaque joueur a perçu 40 $. C'était notre récompense. 40 $. Et nous étions là fiers et contents de prendre les 40 parce que c'était la première fois qu'on donnait 40 $. Sinon c'était toujours 20 $, 20 $. Ça c'était les primes de déplacement, c'est-à-dire les primes à l'étranger. Quand vous avez les 40 $, ça c'était une récompense. Mais ce qu'il y avait en dessous de ça, c'est que vous avez tout un peuple derrière vous. Bien sûr. Non seulement qui vous admire, qui vous exhorte, qui vous encourage, mais qui vous surveille aussi. Qui vous surveille aussi. Oui. Quand j'ai dit surveiller, bon, pas comme des policiers, mais le quartier où vous habitez, le président du quartier, s'il y a défaillance, c'est lui d'abord qui répondait en première position. Pourquoi Chérif n'a pas été performant? Justement sur ce que vous dites là, il y a un peuple qui vous surveille, vous avez un poids sur vous. Vous, à votre époque, vous avez assumé vos responsabilités, vous l'avez accepté et vous avez joué pour le peuple. Mais en tant qu'ancien joueur, est-ce que vous vous dites qu'aujourd'hui, nos joueurs, ceux qui représentent le peuple, les 11 ou les 22 joueurs qui partent représenter la Guinée dans les compétitions, est-ce qu'en les voyant jouer à la télé, vous vous dites dans votre tête que ces jeunes-là qui se trouvent dans le terrain, ils se font des soucis pour le petit Guinéen qui se trouve derrière ce petit écran pour les regarder? Est-ce qu'ils se font des soucis comme vous le faisiez à l'époque? Quand vous parlez ainsi, vous déformez la phrase. Je m'explique pourquoi. D'accord. Tout le départ, c'est la formation. Ok. Le départ, c'est la formation. La formation. Exact. Ok. Alors, on appartenait à la nation guinéenne. La nation guinéenne nous a mis dans les conditions pour remporter des trophées, pour faire des victoires. L'État a jugé nécessaire que toutes les performances acquises à l'époque, c'était à l'actif de la République de Guinée. De l'État. De l'État, du peuple de Guinée. Donc, c'était un moyen d'affirmation de la trajectoire ou bien de l'idéologie que notre pays avait pris. Donc l'État a pensé à l'époque et était fier d'ailleurs de présenter ces trophées-là à la postérité pour dire voilà ce que nous avons obtenu. Donc que ce soit le ballon d'or chez Suleiman, que ce soit le disque d'or de Sacramento des ballets africains, que ce soit le disque d'or de Kenya, c'était exposé dans la salle des hauts commandements.
D'accord. Et tous les hommes d'État, ou bien toutes les personnalités d'État, ou bien que la Guinée invitait, passaient dans la salle de commandement pour admirer ces trophées. Voilà. Alors, donc pratiquement, c'était pour Chérif Souleymane, mais pour la Guinée, parce que c'était pour la République de Guinée. Pour la République de Guinée. Merci beaucoup. Monsieur Chérif Souleymane, nous n'avons plus assez de temps, mais il faudrait qu'on aborde cette partie-là. Dites-nous les difficultés que vous avez dû rencontrer sur votre parcours, sur votre chemin. La vie est toujours truffée d'embûches. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de la communauté, que ce soit au niveau même de l'équipe, il y aura toujours des difficultés. Toujours. Mais comme on l'a dit, que impossible n'est pas guinéen. Nous avons été éduqués dans ce sens. Cela veut dire que on avait une faculté d'adaptation aux difficultés qu'on les transcendait facilement. Je donne un exemple. À l'époque, c'était Air Guinée qui transportait l'équipe. Et il arrivait que Air Guinée n'était pas à l'heure ou à jour. Donc, l'avion n'étant pas disponible, il fallait trouver une autre solution. Je me souviens encore, quand le président de la Sierra Leone a demandé à son frère de la Guinée de bien vouloir accepter que l'équipe nationale aille se produire à Freetown le jour de l'indépendance. Nous étions samedi. Air Guinée était dans son vol. Il fallait trouver une autre solution, il n'y avait pas d'avion. Le dimanche, parce que le télégramme est tombé le dimanche nuit, non, le samedi nuit, pour qu'on joue à Freetown le dimanche. Quel est le moyen le plus rapide pour aller à Freetown pour assister à ce match, pour honorer ne serait-ce que l'engagement de la Guinée par rapport à la fête de la Sierra Leone? Je me demande. Si c'est la voiture, le dimanche à 11h, on n'était pas encore à Freetown. Dimanche à 11h, on n'était pas encore à Freetown. Alors on nous a posé la question, le gouvernement, l'État a réfléchi. Il y a un qui a dit, le moyen le plus rapide actuellement pour aller à Freetown, pour être à l'heure, il faut emprunter les vedettes de la marine nationale. C'est en ce moment que moi j'ai su que c'était un dragon de la mer. Parce qu'en véhicule, c'était pas possible, à 11h. Même l'avion, c'était pas possible, parce que si on partait par avion, il fallait aller à Lungué. Et Lungué, il y avait un bateau qui faisait le tout, parce que Lungué, c'est une île. Donc, si on arrivait à Lungué, il fallait attendre le bateau qui vient de venir, et c'est déjà trop tard. On nous a mis donc dans ces vedettes-là. Mais c'est extraordinaire. Dans l'eau. Pleine mer. Cap sur Freetown. Mais on est arrivé, peut-être tout le monde vomissait. Tellement que la vedette filait. Et vous savez, avec comment ça s'appelle, les vagues. Les vagues, oui. Donc on nous soulevait et puis on tapait dans l'eau, on repartait. Nous sommes arrivés à Freetown à 16h pile. À la passerelle, vous descendez, on vous donne une bouteille de jus de fruits et un morceau de pain. C'est ce qu'on a mangé, on s'est mis dans le bateau et on n'est pas directement sur le terrain. Alors ça, c'est une faculté d'adaptation et on a gagné par 2-1. Ça, c'est un exemple de la faculté d'adaptation. Donc les difficultés, c'est comme ça qu'on les a transcendées. On réfléchissait, il fallait trouver une solution et on trouvait toujours la solution pour ça. Si on vous demandait si la Guinée vous a été reconnaissante, si je dis la Guinée, peut-être vous comprenez ce que j'ai dit en tant qu'ancien joueur, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'écoute? Est-ce que vos idées passent au niveau du football national, au niveau des sports du pays?
Est-ce que la Guinée vous a vraiment été très reconnaissante en tant qu'une légende? Je suis un homme de devoir. Je ne fais que mon devoir. Et tout citoyen, je pense, à mon humble avis, que tout citoyen a le droit quand même d'apporter quelque chose dans son pays. Quand vous parlez de reconnaissance, peut-être certains vont penser matériel ou bien financier, tout ce qui s'ensuit. Financier, tout à fait. Non. Moi, ce que j'ai besoin, tout simplement, qu'on me donne la possibilité de mettre en pratique l'expérience que j'ai vécue. On appelle ça VAE, oui. Vécu, acquis en expérience. Okay. Ceux qui ont remporté 3 fois la Coupe d'Afrique des clubs champions, il y a beaucoup qui vivent encore. Oui. On peut avoir la pression de leur demander, mais comment vous avez remporté cette coupe? C'est un peu ça que je demande. Est-ce que vos idées passent? Oui, ça, pour le moment, comme je l'ai dit, c'est très tôt d'en parler. Parce que comme la nouvelle approche que la fédération vient de mettre en place, ce n'est pas aujourd'hui que les résultats vont sortir. Okay. Il faut avoir la patience d'attendre que réellement on puisse faire ces enfants-là dans les situations en leur présentant un plan de carrière. Mais vous ne pouvez pas planter un arbre aujourd'hui, l'arroser aujourd'hui qui donne le fruit aujourd'hui. Pas du tout. Pas du tout, c'est pas possible. Ouais. Alors, c'est quoi le secret de M. Cherif Souleymane? Ce qui vous a permis de réussir, disons, votre petit secret, votre baguette magique, qu'est-ce qui vous a permis? D'abord, d'aimer ce que vous voulez faire. Qu'on ne vous oblige pas à le faire. Mais si vous avez choisi d'être danseur, aimez la danse. Absolument. Si vous avez choisi d'être footballeur, il faut aimer le ballon. Oui. C'est la première source de motivation. Qu'on ne vous oblige pas à faire ce que vous ne voulez pas faire. Oui. Mais si vous avez choisi de faire quelque chose, il faut le faire. Oui. Et c'est d'abord le premier secret. Le deuxième secret, c'est la persévérance dans le travail. Il ne faut jamais renoncer. Je me souviens encore, il y a un adage de Michael Jordan, le basketteur. Michael Jordan, oui. Il dit que ce qu'il peut se reprocher sur lui-même, c'est de n'avoir jamais essayé. Oui. C'est-à-dire, il faut toujours essayer. Okay. Toujours. Il faut essayer. Travailler. Et je crois que la réussite est au bout de l'effort. C'est ça, c'est absolument. Sans cet effort-là, il ne peut pas avoir de réussite. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire dans le football. Ce qu'on vous demande, c'est de respecter les phases. Vous avez une phase d'entraînement, vous avez une phase de repos, vous avez une phase de manger et vous avez une phase de sommeil. Nos modèles s'expriment. On avait M. Cherif Souleymane avec nous. Ces derniers mots, on va dire, sont forts. Ils sont très bien choisis. Il a dit aux jeunes de choisir, de travailler, d'être courageux, de travailler, surtout aussi travailler avec la persévérance. Aussi faire du sérieux, parce que c'est aussi ça, si vous voulez réussir. Monsieur, c'était un plaisir de vous recevoir ici. Le plaisir est partagé. On est toujours à votre disposition pour pouvoir édifier la nouvelle génération. Parce que comme vous l'avez si bien dit, il faut qu'ils s'inspirent d'un modèle. On dit que pour construire le futur, il faut d'abord s'inspirer du passé. Le rétroviseur.